J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 7 janvier dernier, de cela 2 jours, l'émission que nous avions diffusée et réalisée concernant le rôle troublant de M. Mehdi Rezar dans cette polémique des influenceurs algériens, pro-régime algérien, qui ont appelé à la violence, au meurtre et à agresser les opposants algériens, cette émission a fait beaucoup de réactions. Et j'ai reçu beaucoup d'appels. Énormément de réactions, énormément d'appels. Et beaucoup de questions m'ont été posées. Et je sens que je suis dans l'obligation de compléter les informations que je vous ai diffusées et de faire une mise au point très claire et précise pour vous expliquer le bien fondé de la démarche qui nous a mené à réaliser cette émission. Dans cette émission, notre objectif n'était pas de s'attaquer à la personne de M. Mehdi Rezar. Je le répète et je le dis, à Algérie Part et à Abdou Sammar, on ne s'attaque jamais à des personnes physiques. Nous n'avons pas de problème personnel. Moi, je n'ai pas de problème personnel. Moi, je fais du journalisme indépendant, favorable à la défense de l'intérêt général de mon pays, et je révèle et je parle des informations qui ont un intérêt public. Quant M. Mehdi Rezar, qui est aujourd'hui chroniqueur à la chaîne de télévision internationale de l'État algérien, à Alger 24 News. Et je rappelle, c'est une chaîne de télévision financée par l'argent public algérien. Et je rappelle qu'il était le directeur de campagne du candidat Abdelmajid Tebboune à Paris lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Et qu'il était impliqué dans l'organisation et la gestion de plusieurs meetings électoraux de M. Abdelmajid Tebboune, qui a obtenu un 2e mandat à la suite de ce scrutin présidentiel controversé certes, mais qui a bien eu lieu le 7 septembre 2024. Donc, c'est un personnage qui a joué un rôle politique important, qui est payé par une télévision étatique algérienne, donc qui touche de l'argent public, et qui a joué un rôle dans la reconduction pour un 2e mandat de M. Abdelmajid Tebboune. Donc, il y a un intérêt public, du point de vue journalistique, il y a un intérêt public à diffuser des informations et à se poser des questions et à trouver des réponses sur certaines attitudes et comportements adoptés par M. Mehdi Rezar. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Mehdi Rezar chroniqueur d'une télévision française dont il s'agit. Aujourd'hui, c'est l'ancien directeur de campagne de Tebboune à Paris, et l'un des animateurs de la campagne de Tebboune en Paris et en France, et chroniqueur vedette, entre guillemets, d'une chaîne de télévision étatique financée par de l'argent public et donc reliée à l'État algérien. Le point de départ, je rappelle, je n'ai jamais attaqué, je n'attaque pas, je n'ai jamais critiqué M. Mehdi Rezar au départ. La preuve, le 30 août 2024, vous pouvez aller voir une émission d'une 30aine de minutes, Algérie-Maroc, ce qu'il faut penser et retenir de la malheureuse polémique autour de Mehdi Rezar. Beaucoup d'ailleurs m'ont reproché d'avoir été très gentil avec lui, alors qu'il a commis un dérapage, rappelez-vous, fin août 2024, exceptionnel. Inédit dans l'histoire des médias, à la fois en Algérie et du monde. C'est la première fois que sur une chaîne étatique, du service qui est censé être le service public, nous avons un homme qui a insulté tout un peuple, qui est le peuple marocain en l'occurrence, avec des injures et des préjugés racistes, sexistes, rabaissants, dégradants. D'ailleurs, elle a présenté ses excuses juste après, et j'avais apprécié la démarche qu'elle avait adoptée, elle a présenté ses excuses, et je me suis dit, dans cette émission, je n'étais pas très virulent à son encontre, j'ai expliqué comment il s'est fait manipuler, entraîner et s'est fait piéger dans ce climat politique algérien qui est extrêmement marocophobe, qui est extrêmement francophobe, où le Maroc est devenu en ce moment, depuis même 3 à 4 ans, une variable de la politique interne algérienne. Donc, le sentiment anti-marocain est devenu tellement puissant qu'en Algérie, même les intellectuels les plus forts d'esprit, des fois ils cèdent à la propagande ambiante qui nous veut nous faire croire que l'ennemi absolu de l'Algérie, c'est le Maroc. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? On en a déjà parlé et c'est pas notre sujet. Pourquoi maintenant avoir parlé de lui? Parce que d'abord, il y a une polémique en France. Pas une polémique, un scandale en France. Des influenceurs, au nombre de 6, 3 sous enquête, 2 incarcérations et un placement dans un centre de rétention administrative en vue d'une demande d'expulsion vers l'Algérie ont été effectués par les autorités françaises. Des influenceurs ont appelé à tuer, à massacrer, à violer, à agresser des opposants algériens. Nous sommes tombés sur une vidéo
je veux le faire réécouter encore, où Mehdi Rezar, en tant qu'ancien directeur de campagne de Tebboune, et en tant que chroniqueur de la chaîne de télévision Algérie 24 News, donc il est devenu une figure médiatique algérienne, après avoir été une figure médiatique française, où il dit lui-même que nous sommes les Moudjahid 2.0 et qu'il faut dénoncer et combattre les Harki 2.0. C'est à partir de cet extrait qui témoigne, qui révèle une attitude extrêmement violente, dangereuse, immorale, de la part de quelqu'un qui s'approprie le nationalisme et le patriotisme et qui accable les autres, qui sont les opposants algériens, de Harki 2.0 et qui appelle à les combattre. Quand on essaie de combattre, quand on veut combattre un Harki, ça veut dire qu'on doit le violenter, l'agresser, et c'est la porte ouverte aux appels à la violence. C'est pour ça dans cette émission, j'ai parlé du gourou secret des influenceurs algériens. Le gourou, ça ne veut pas dire c'est lui qui leur a demandé d'attaquer, de violenter ou d'agresser, mais il leur a demandé de combattre ceux qu'il appelle lui-même Harki. Et donc, c'est une violence, cette violence dans les propos peut engendrer, peut influencer des esprits fragiles, des gens fragiles, comme des simples TikTokers qui n'ont pas un niveau intellectuel élevé et qui vivent dans des conditions sociales défavorables, à épouser la thèse qu'il est nécessaire de s'en prendre physiquement à ses opposants algériens, parce qu'ils ne sont pas de simples opposants, ce sont des Harkis. Je vais vous faire écouter encore une fois l'extrait, pour que vous compreniez la dangerosité de ces propos. Et pourquoi j'avais décidé de rompre le silence et de révéler quelques informations sur M. Mehdi Rezar. D'ailleurs, je rappelle que je ne l'ai pas attaqué, je ne l'ai pas diffamé, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas dénigré. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vous fais écouter l'extrait. Ensuite, je vais vous raconter ce qui s'est passé après mon émission, qu'est-ce que j'ai reçu d'un message indirect de sa part. Et c'est pour ça que je voulais faire cette deuxième émission pour réagir et riposter. C'est très important pour moi de prendre du temps de vous expliquer, parce qu'on n'est pas là pour la course au clic ou là pour faire du buzz, mais juste faire de la pédagogie et de l'information. Rappel, c'était en septembre 2024, c'est une discussion de Mehdi Rezar avec des influenceurs algériens. Ce ne sont pas les mêmes influenceurs qui ont été arrêtés et persécutés, arrêtés, mis en prison, emprisonnés ou incarcérés ou placés sous contrôle judiciaire sous enquête par les autorités françaises. Ce sont d'autres influenceurs qui pour le moment ne font pas l'objet d'une enquête, mais vous savez très bien, ce sont des influenceurs pro-régime algérien et quand on est partisan de la même cause et des mêmes intérêts, on se connaît notamment sur les réseaux sociaux. Voilà ce que dit M. Mehdi Rezar. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazair, Allah yarham shuhada, Tahia Ami Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle les moujahid, mon épouse, Chef Shirazad, Sam, tout ça, vous êtes des Moujahid 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'appellation, d'ailleurs, on en rigole. Vous êtes des Moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je dis. Abdelmajid Tebboune est un Moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons le harkisme. C'est sur la base de cet extrait que nous avons décidé de révéler la vérité, ce que nous connaissions, la vérité que je connais moi sur M. Mehdi Rezar. À partir du moment où il dit que nous sommes des Harkis, que lui c'est un Moudjahid, alors qu'il fait partie, il est entré dans la vie politique algérienne et la vie médiatique algérienne que depuis quelques mois, et en fait quelque part il a 3 km au compteur dans la vie politique et médiatique algérienne, et le voilà qui incite les gens à aller dénoncer, à aller attaquer les Harkis 2.0 que nous sommes, parce que lui, il est le Moudjahid 2.0. Qu'est-ce que j'ai raconté? Dans mon émission, j'ai raconté que Mehdi Rezar se contredit, il y a une grande part d'hypocrisie, parce que lui-même, il était la connaissance et en contact, il a même travaillé pour ces mêmes lobbies français et israéliens qu'il dénonçait auparavant. Et j'avais raconté comment M. Xavier Driancourt, qui est aujourd'hui considéré comme l'ennemi absolu de l'Algérie, l'ancien ambassadeur de France à Alger, et l'un des plus grands pourfendeurs du régime de Tebboune dans les médias français, dans la vie politique et médiatique française, c'est lui qui m'avait mis en contact avec Mehdi Rezar, et Mehdi Rezar m'avait surpris en 2023 il s'est confié à moi, il m'a raconté des choses, il m'a demandé des choses qui sont totalement étonnantes et qui contredisent complètement ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire Moudjahid 2.0.
Alors à l'époque, en 2023, quand je l'ai rencontré, quand Xavier Driancourt, qui était sans contact, pas son ami, je corrige, pour ne pas être injuste à l'égard de M. Xavier Driancourt, il peut d'ailleurs en témoigner, je lui en ai parlé, c'est lui qui me l'a présenté dans un cadre très précis. À la suite de cette émission, Saïd Mesdela m'appelle. Notre confrère Saïd Mesdela, même si je partage beaucoup de désaccords avec lui, il n'en demeure que c'est une figure, un cyberactiviste, une figure importante de l'information en ligne et sur les réseaux sociaux. Et c'est un acteur politique incontournable, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et il me dit, Abdou, Mehdi Ghazal, un ami à lui m'appelle, il me dit que tout ce que Abdou Samar a raconté est faux, est mensonger, est une invention, une pure invention, et qu'il va déposer plainte contre lui pour diffamation, dénigrement, etc., qu'il n'a jamais rencontré Abdou Samar, et que M. Mehdi Ghazal dément avoir rencontré Abdou Samar, il dément avoir rencontré Xavier Driancourt. Moi, suite à ce démenti qui est faux, qui est injuste, et qui est immoral et malhonnête, j'ai décidé de vous raconter toute la vérité. Voilà comment ça s'est passé l'histoire. C'est comme maintenant les dates. Je vais vous donner les dates exactes où j'ai rencontré M. Mehdi Ghazal. C'est quand même le restaurant exact. J'ai rencontré Mehdi Ghazal en présence de M. Xavier Driancourt le 9 mai 2023 de 13h à 14h dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Les Princes, situé à la place du Dr Paul Michaud dans le 16e arrondissement. Le 9 mai 2023 de 13h à 14h. Restaurant Les Princes, place du Dr Paul Michaud dans le 16e arrondissement. 9 mai 2023. Ce restaurant, M. Mehdi Ghazal est l'un de ses habitués, parce que quand on était là-bas, il m'avait affirmé, confié qu'il connaissait le gérant, qu'il connaissait les gens qui travaillent là-bas, que ce sont des franco-algériens et des franco-maghrébins qui travaillent bien, qui travaillent beaucoup, ils sont très dynamiques, etc. Il allait souvent. D'ailleurs, la preuve qu'il allait souvent, avant de me rencontrer, moi, Abdou Samar, le 9 mai 2023, avec Xavier Driancourt, M. Mehdi Ghazal a rencontré Xavier Driancourt au mois de mars. Je n'ai pas la date précise, je laisserai le choix à M. Xavier Driancourt de parler de lui-même et de sa rencontre, de ses connaissances avec Mehdi Ghazal. C'était vers le 22, 23, vers la fin du mois de mars 2023. Donc, Mehdi Ghazal contacte d'abord Xavier Driancourt, et c'est Xavier Driancourt qui est devenu son contact, pas son ami, je le précise. J'insiste, ils n'étaient pas amis, mais ils étaient en contact. Et c'est Xavier Driancourt qui m'a organisé la rencontre avec Mehdi Ghazal. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Mehdi Ghazal, en 2023, a demandé à Xavier Driancourt, c'était à la sortie de son livre L'énigme algérienne, Xavier Driancourt, donc Mehdi Ghazal a apparemment bien lu ce livre, L'énigme algérienne de M. Driancourt, et il contacte, il essaye de connaître Driancourt en lui disant que voilà, je suis un franco-algérien, je suis... j'étais dans une émission qui s'appelle Les Grosses Gueules, les Grosses Gueules de RMC, j'ai des ambitions, etc. Et je veux, les grandes gueules plutôt, pas les grosses gueules, les grandes gueules. À l'époque, il était dans les grandes gueules de RMC, groupe BFM TV, c'est une information importante. Et je veux devenir faire de la politique en Algérie, je veux devenir président de la République. Voilà, il lui a dit, je veux être candidat, prochain candidat, et je veux me présenter, j'ai des ambitions, j'ai l'ambition et je nourris le rêve de devenir président de la République, en Algérie. Alors que lui, il vivait en France, c'est le fils d'un diplomate, d'un ancien consul et ambassadeur algérien, originaire d'Alger, je crois, de Bière. Il a fait quelques entreprises ici, dans la restauration, dans la réparation des voitures, et il a commencé à se faire connaître sur les grandes gueules, et du jour au lendemain, il veut devenir président de la République. Bon, Mehdi Ghazal, en 2023, Xavier Driancourt était aussi l'ennemi déclaré du régime algérien. Xavier Driancourt était diabolisé par Tebboune, par ses médias, par ses relais, par la presse algérienne. Depuis 2022 et les sorties médiatiques très critiques de Xavier Driancourt contre le régime Tebboune, tout ce qui touche à Xavier Driancourt, pour le régime algérien, c'est de la trahison, c'est de la traîtrise. Xavier Driancourt, pour le régime Tebboune, c'est l'un des acteurs, l'une des figures les plus anti-algériennes de la France. Pour ne pas dire de toute l'Europe et l'Occident. Donc quelqu'un qui veut faire devenir président de la République en Algérie va demander conseil à celui qui l'Algérie, que le régime algérien considère comme son ennemi. ما فهمتهاش.
Mais ça veut dire encore m'appelle, il me dit un personnage intéressant, un entrepreneur qui est dans les grandes gueules à RMC, il veut te rencontrer, etc. Ça me semble intéressant que tu le rencontres. Je lui dis merci Xavier, etc. Ok, on a fixé rendez-vous. Donc je répète l'adresse exactement, le restaurant. Il y a des caméras de surveillance dans ce restaurant. Ils peuvent, sauf s'ils ont supprimé les images à la demande de M. Maderzal, le restaurant Les Princes, il y a des images qui témoignent de notre rencontre à trois. Xavier Deriancourt, moi et Maderzal. On se rencontre, voilà, on discute, etc. M. Maderzal fait part aussi, comme il a parlé à Xavier Deriancourt, de ses ambitions politiques. Il m'en parle, il dit voilà, je suis dans les grandes gueules, il me montre ses vidéos, il me montre les buzz qu'il suscite, comment il est avec les polémistes, il fait de la polémique, il répond à des polémistes français sur les grandes gueules de RMC, etc. Et il comprend pas comment les autorités algériennes ne s'intéressent pas à lui, ne font pas appel à lui, et qu'il m'a dit j'ai des ambitions politiques en Algérie, je veux devenir président de la République, je veux faire de la politique en Algérie, je veux devenir leader dans mon pays, etc. Moi, je lui ai dit, tu veux faire comme un Rachid Nekez, apparemment. Mais Rachid Nekez, ça a fini très mal pour lui. Il m'a dit, non, moi, je suis pas populiste comme Rachid Nekez, je suis pas un idiot comme Rachid Nekez. Rachid Nekez, c'est du populisme, c'est du buzz, moi, j'ai du fond, etc., etc. Je discute avec lui, j'essaie de comprendre ses intentions. Il dit qu'il n'est pas Rachid comme Rachid Nekez, sauf que Rachid Nekez, quand tu lui parles, il a un projet. C'est vrai que Rachid Nekez est quelqu'un de très particulier, de très atypique. C'est vrai qu'il a de 2014 à 2020, 2021, il nous a habitués à des sorties, à des actions, des initiatives très loufoques et extravagantes, mais Rachid Nekez, il a un fond. Il a créé un livre, quand tu parles avec lui, il a un programme, il a une vision économique, etc. Quand j'ai commencé à discuter avec Madame Maderzal, il n'a pas de vision, n'a pas de programme, n'a pas d'idée. Mais à part qu'il faisait le buzz sur les grandes gueules. Et à ce moment-là, j'essaie de le comprendre. Je dis, le personnage, je lui dis, entrepreneur en France, tu as de l'argent, tu es célèbre dans une télévision française, pourquoi tu t'intéresses à l'Algérie? Je ne comprends pas. Moi, c'est le pays de mes origines, mes parents, moi je suis une grande famille de diplomates, de moudjahidines, ou je sais pas quoi. Mais pourquoi à ce moment-là tu te réveilles, tu découvres que tu veux faire de la politique en Algérie? Et ensuite, c'est là où j'ai commencé à tiquer, parce que qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé, est-ce que tu peux me faire rencontrer des personnalités ou des personnages influents en Algérie, comme les services secrets algériens? Comme il sait que j'ai des sources au sein du régime algérien, il s'est intéressé à mes sources, il m'a demandé de lui organiser des rencontres. Tu veux rencontrer les services secrets algériens, dans quel but? Il m'a dit pour leur expliquer mon projet, ma démarche, je peux servir l'Algérie, je peux aider l'Algérie. Pour le moment, c'était légitime. Moi, je pensais au début, c'est bon, c'est quelqu'un d'intéressant, d'entrepreneur, qui fait des médias en Algérie, il peut servir notre pays, l'Algérie, pourquoi pas? Mais après, je lui demande, je lui dis, mais c'est Erzal, comment tu as pu rentrer dans les grandes gueules, qui est une émission quand même élitiste, etc., très populaire, etc. Et là, il m'a raconté, il m'a dit, je suis l'ami, tenez-vous bien, il m'a dit, je me suis lié d'amitié avec M. Patrick Drahi. Patrick Drahi, je connais. Allez-y lire Patrick Drahi, c'est l'une des grandes fortunes de France, c'est un milliardaire marocain, la nationalité marocaine, israélien, nationalité israélienne, français, parce qu'à l'âge de 15 ans, il a quitté le Maroc à Casablanca. C'est un juif marocain qui a quitté avec ses parents le Maroc à l'âge de 15 ans pour vivre en France. Il a la nationalité israélienne, marocaine, portugaise, ou une nationalité italienne d'un pays des États des Caraïbes, et il réside en Suisse. C'est lui qui était propriétaire, jusqu'à juillet 2024, c'est lui qui était propriétaire du groupe BFM, le groupe Altis Media, l'effet groupe BFM, RMC, I24 News, et plusieurs chaînes de télévision. Il était actionnaire aussi de plusieurs magazines comme l'Express, Libération. C'était un magnat de la presse et un magnat des affaires parce qu'il a fait son argent dans les télécommunications. Sauf que Patrick Drahi, quand on est ami de Patrick Drahi, c'est pas vraiment l'Algérie vers laquelle on doit s'intéresser. Parce que Patrick Drahi, c'est le Maroc, c'est Israël. Et en 2023, au moment où Mehdi Ghezal s'intéressait à l'Algérie, il voulait faire de la politique en Algérie et devenir président en Algérie, les relations étaient extrêmement mauvaises, très tendues, entre l'Algérie et le Maroc. Et entre l'Algérie et l'alliance maroco-israélienne. Mais comment tu as connu Patrick Drahi? Patrick Drahi, c'est un milliardaire. Je sais pas, c'est comme tu connais, c'est comme si en Algérie, tu croises quelqu'un qui a quelques petites entreprises, il dit moi je suis l'ami de c'est une fortune, c'est 4 milliards de dollars. Patrick Drahi, c'est une dizaine de milliards d'euros de fortune. C'est vraiment une grosse fortune. Il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, moi j'avais une querelle sur un procès, sur un terrain,
dans un coin de Paris. Lui, il avait ses avocats, moi j'avais mes avocats. Et on s'est disputé. À la fin, j'ai gagné ce procès. Lui, il a voulu connaître la personne qui a gagné ce procès-là contre lui, parce qu'il perd très peu de procès. Il est très puissant, il a beaucoup d'argent. Il a les meilleurs avocats du monde. Il a voulu me connaître. Je lui ai dit que j'étais algérien, etc. On a sympathisé, on est devenus amis. Et c'est lui qui lui a permis d'aller dans les grandes gueules. Donc c'est le pro-israélien Patrick Drahi. Vous savez que Patrick Drahi, juste, il est considéré comme l'un des mécènes de l'armée israélienne. Je dis bien l'un des mécènes de l'armée israélienne. Patrick Drahi et sa femme ont fait un don de presque 8 millions d'euros, 7,7 millions d'euros, à un fonds qui s'appelle le Libby Fund, qui est un fonds de collecte qui a été créé en 1980 et qui consacre ses activités au soutien des soldats israéliens. Et Patrick Drahi, il a fait ce don pour construire un centre de bien-être sur la base navale militaire de Haïfa. D'ailleurs, Patrick Drahi et sa femme, ils ont eux-mêmes choisi le nom de ce campus, etc. Derrière, il y a une enquête, si vous voulez la lire, notez comme l'enquête, Patrick Drahi. Allez-y lire le site d'information blast-info. Une enquête très intéressante qui a été réalisée notez comme la date exacte quand elle a été réalisée. C'était en le 19 janvier 2024. Blast, le site d'information engagé et d'investigation en France. C'est un site d'investigation, c'est comme Mediapart, sauf que lui, il fait de la vidéo, il fait plus de la vidéo que de l'écrit, mais c'est un site très intéressant. Et ils ont fait une enquête, les Drahi, Patrick Drahi et sa femme, mécènes de l'armée israélienne. Via sa fondation philanthropique, domiciliée en Suisse, le couple Patrick Drahi et Lina Drahi s'est engagé à verser 7,7 millions de dollars au gouvernement israélien pour financer la construction d'un centre de remise en forme pour les soldats de Sahel. Sur l'armée israélienne. Un don à l'adresse d'une armée étrangère au statut fiscal incertain en France comme dans le Valais. Le Valais, c'est une région de Suisse. Ils ont fait l'enquête sur lui, ils expliquent comment le Patrick Drahi, milliardaire marocain, israélien et français, soutient l'armée israélienne. Donc, imaginez ma position. J'étais en face de quelqu'un qui veut devenir président de la République en Algérie, mais qui est ami avec Patrick Drahi. Je lui ai dit, mais Patrick Drahi, l'Algérie ne connaît pas RMC. C'est vrai que tu es connu ici en France, mais en Algérie, on ne te connaît pas. Si tu veux être connu en Algérie, il faut créer un média, une télévision. En Algérie, faire connaître, faire des activités pour l'Algérie, en faveur de l'Algérie, auprès du public algérien, qui a des attentes et une perception différente que le public français. Il m'a dit, non, moi, c'est pas un problème, je peux créer une télé, c'est pas ça le problème, il me faut le réseau, il me faut connaître les décideurs, je veux connaître les gens, les services secrets, des gens de l'armée, des gens du pouvoir, pour savoir comment je peux traiter avec eux, etc., etc., etc. On m'a dit, il me dit une phrase qui m'a frappé, et ça m'a choqué. Il me dit, moi, Patrick Drahi, mon ami, il me l'a dit textuellement. Et je défie M. Mehdi Mrazad de me démentir. Je n'ai pas enregistré cette conversation, je refuse de faire ce genre de pratique. Mais la réunion, mon entrevue avec lui, elle a eu bien eu lieu ce jour-là. Je vous ai donné le lieu, l'adresse exacte. Il m'a dit, mon ami Patrick Drahi m'a dit, vas-y fonce, fais de la politique en Algérie, moi je suis derrière toi, on a un groupe, on a des millions d'euros derrière toi, on a un groupe qui pèse lourd, BFM TV à l'époque, et les grandes gueules. Tu as une émission qui est vue par plus de 2 millions de personnes, mais les grandes gueules, on te soutient. Oh, Patrick Drahi, le pro-marocain, le marocain, l'israélien, qui veut soutenir un Algérien qui veut devenir président de la République en Algérie. Là, je me suis dit, Mehdi Mrazad ne peut être qu'opposant. Là, j'ai pas porté un jugement de valeur. Moi, j'étais par exemple chroniqueur fait I24 News, avant l'agression israélienne contre la bande de Gaza, avant les événements d'octobre 2023. Avant la guerre contre la population de Gaza. Quand la guerre a commencé, je me suis retiré. Je ne cautionne pas vos politiques. Donc, vous dénoncez pas les crimes israéliens, je ne participe plus. Ils ne m'ont jamais altéré mes propos. J'étais chroniqueur de 2 minutes sur l'émission Maghreb. Les grandes gueules. L'une des émissions phares du groupe médiatique de Patrick Drahi. Il est ami avec Patrick Drahi. Patrick Drahi lui dit, fais de la politique en Algérie, fonce, nous on te soutient avec l'argent et les réseaux. C'est un Algérien pro-Occident, pro-normalisation avec Israël, ça existe des Algériens pour moi, par exemple, je dis la vérité, moi je suis un Algérien ouvert. Moi je peux être un bon Algérien, être ami avec un Israélien. Je ne vois pas la contradiction. Moi par exemple, je suis un Algérien patriote et j'ai des amis au Maroc. Je ne vois pas la contradiction. C'est un esprit moderne. Même je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu. Je n'ai pas eu le temps de le revoir parce que je n'ai pas pris sa histoire au sérieux.
Je me suis dit, mais c'est là, déjà, Rachid Nekez, le pauvre, il s'est fait décapiter par la répression et la persécution. Je pense que l'Algérie n'est pas prête pour revoir un Rachid Nekez bis. D'autant plus, au moins, Rachid Nekez, il était enfonceur. Il avait du fond, il avait un projet, il avait des idées. Quelquefois extravagantes, mais bizarres, mais il avait des idées. Mais Mehdi Ghezal n'avait rien. C'est juste le buzz ou entrepreneur, mais il a de quelques notions économiques, il veut juste se faire remarquer ou il pense pouvoir apporter des choses à l'Algérie. Tant mieux. Mais le fait Patrick Drahi derrière ou BFM, la vérité, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça, j'ai levé le frein à main, je me suis retiré, on a échangé 2 ou 3 fois qu'elle a pas le message, on ne s'est plus jamais revu. Été 2024, il devient directeur de campagne de Tebboune. Là, j'étais choqué. Oh, si il était l'ami de Patrick Drahi, et donc l'ami de lobby israélien et marocain en France, il travaillait pour eux sur RMC, il m'a dit moi-même qu'il est prêt, que Patrick Drahi est prêt à le soutenir dans ses ambitions politiques en Algérie, et il a demandé conseil à Xavier Driancourt, qui est quand même pas l'ami de Tebboune. Quand même en 2023, il n'a jamais dit ça. Xavier Driancourt et Tebboune ne sont pas amis. Pour comment devenir président de la République en Algérie, et du jour au lendemain, il change de bord, où il devient directeur de campagne de Tebboune. Tebboune qui est anti-israélien, anti-marocain, anti-Driancourt, etc., etc. Ma femme, bon, j'ai pas tiqué. J'ai pas réagi, parce qu'à l'époque, je n'ai rien voulu dire. Parce que vous allez me dire, pourquoi Abdou, tu n'as pas révélé cette histoire, et cette facette cachée, ou ce parcours bizarre de Mehdi Ghezal à l'époque. Pour une raison simple, qu'à l'époque, il n'avait pas tenu de parole, il n'avait pas tenu de discours, il était dans les coulisses, il était très discret, et il n'avait pas fait de déclaration aussi grave. Quand on m'a dit Harki 2.0, moi je suis le Moudjahid 2.0, il était discret. Moi je me suis dit qu'Ishmael a négocié avec Tebboune Jma'atou, parce que j'avais su qu'il s'était rapproché du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafez, et que c'est lui qui l'avait récupéré pour l'impliquer dans la campagne de Tebboune pour le ramener au clan Tebboune. Libre à lui, mais j'avais d'autres sujets, d'autres préoccupations. Je ne m'intéresse pas aux personnes, je m'intéresse à l'intérêt général, à l'intérêt public, au bien public de mon pays. À l'époque, je n'ai pas vu une menace contre l'intérêt public. Jusqu'à ce que je découvre, en septembre 2024, c'est une insulte, Wallah huwa Moudjahid 2.0. Il y a mon ami. Donc, là, moi, ce que je dénonce, c'est la contradiction, bizarroïde, l'incohérence et la schizophrénie dont fait preuve ce personnage. Il y a une année, tu étais le meilleur ami de Patrick Drahi, le plus grand partisan de l'armée israélienne et du lobby maroco-israélien, en France et en Europe et dans le monde. Et une année plus tard, tu deviens Moudjahid 2.0 pour le service du régime Tebboune qui est anti-israélien, anti-marocain. Il y a quand même une contradiction. Donc, ou il y a une incohérence psychique, ou il y a de l'opportunisme, mais l'opportunisme, il a ses limites. Moi, je ne suis pas contre. Ben, le personnage était opportuniste. Ma chef, qu'il a vu qu'il pouvait réaliser plus ses ambitions avec le régime Tebboune qu'avec Patrick Drahi et les lobbies marocains et israéliens. Mais, il faut faire preuve d'une certaine stabilité. Comment, du jour au lendemain, c'est plus que l'opportunisme, hein, parce que l'opportunisme, il y a une conduite intelligente, je sais pas, il y a une conduite un peu cohérente. Hein, du jour au lendemain, il a renié. Il a commencé à attaquer Driancourt, alors qu'il était le contact de Driancourt et qu'il a demandé conseil à Driancourt. Une année avant, tu demandes à Driancourt comment devenir président de la République en Algérie, et une année après, tu l'attaques. Je n'ai rien compris. En plus, ce qui me revient à l'esprit, c'est que, est-ce qu'il a réellement rompu? Moi, je pose la question. Est-ce que Mehdi Ghezal a rompu ses relations avec Patrick Drahi? Est-ce qu'il a rompu ses relations avec le lobby israélien et marocain en France? La preuve. Je me pose la question, je n'ai pas de preuve. Quand je dis la preuve, l'indice qui témoigne du bien fondé de ma réflexion. En fin août 2024, quand Mehdi Ghezal insulte les Marocains, il insulte les Juifs, pas que les Israéliens, il insulte les Israéliens. Pas une action en justice contre lui n'a été lancée en France. Pas un compte bancaire ne lui a été bloqué. Pas un emmerdement. Il a présenté des excuses. Ils ont des associations marocaines et israéliennes. Il a été viré des grandes gueules. Il a été viré totalement. Et des associations ont promis de le poursuivre. Mais il n'a rien pris. Il n'a rien subi. Imaginez un autre Algérien, ou un autre Arabe, ou un autre intellectuel algérien ou arabe, aurait tenu les mêmes propos, comme les propos de Mehdi Ghezal. Et s'il avait une résidence fiscale, ou une résidence tout court en France. Allez voir comment il aurait subi des grands harcèlements, des questionnements, des poursuites, des auditions, etc. Parce que ce qu'il a dit, c'est grave. Personne ne l'a dit.
Ce que Mehdi Ghazal a dit fin août 2024. Personne ne l'a dit. Personne n'a dit que les Juifs sont tous, et les Marocains, c'était des prostituées, des mendiants, des pédophiles, ou l'alliance Maroco-Israël. Personne ne l'a dit de façon aussi ouverte. Et pourtant, il n'a pas risqué, il n'a pas subi le moindre désagrément, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, moi je me pose la question. Est-ce que Mehdi Ghazal a rompu ses relations avec les lobbies israéliens et marocains? Est-ce qu'il ne serait pas, au final, un cheval de bataille, un cheval de Troie en Algérie? Et je m'arrête là. Je n'ai pas de réponse. Je me pose des questions. Parce que quelqu'un, en une année, il change de discours, il change de peau, il s'attaque à ses anciens contacts, il rompt avec tout ça dans son ancienne vie, et du jour au lendemain, il change totalement de bord, les lobbies israélo-marocains jusqu'au régime algérien. Ça me semble très bizarre. Ça me semble intriguant. Ça me semble opaque. Qui peut répondre à ces questions? Qui peut lever le doute? Qui peut lutter ou mettre de la lumière dans cette opacité? C'est les services secrets algériens. Mais est-ce qu'ils ont fait leur travail? Je n'en sais rien. Rabbi Jibel Khair et que Dieu protège l'Algérie.